Alors l'idée de cette présentation est de vous rappeler évidemment les définitions de la prévention et de la promotion de la santé, mais plutôt de les situer à la fois d'un point de vue chronologique, mais aussi conceptuel, parce que ça appelle des politiques différentes et la caractéristique de certaines définitions appelle aussi une mobilisation des professionnels relativement différente. Donc j'ai essayé de vous présenter ces choses-là de la manière la plus précise possible. Alors, je ne vais pas le faire toute seule, je vais le faire avec Eric. Eric est un petit garçon de 8 ans qui se présente à l'hôpital. Et c'est à travers justement un certain nombre de questions autour de Eric qu'on va pouvoir clarifier les différents concepts théoriques et méthodologiques autour de la prévention et de la promotion de la santé. Alors, Eric arrive à l'hôpital, il a 8 ans. Pourquoi est-ce que Eric est à l'hôpital ? Parce qu'il s'est coupé la jambe en jouant dans un parc où il y avait de la ferraille, en fait, relativement dangereuse. Et il a joué dans ce parc-là et il arrive avec une plaie à la jambe infectée. Alors derrière cette réponse-là, j'ai du mal avec la... Voilà, non, c'est bon. Avec cette réponse-là, en fait, on appelle des définitions particulières de la prévention. Comment on aurait pu éviter que Eric se blesse à la jambe et infecte sa jambe. Ça appelle en fait des définitions de la santé plutôt en creux de la maladie. Et c'est cette toute première définition de la santé, la vie dans le silence des organes, qui est une définition de 1937 de Le Riche, qui était, je crois, chirurgien. Et c'est donc une définition en creux de celle de la maladie, c'est-à-dire qu'on ne définit pas la santé, on définit ce que n'est pas la maladie. Et donc derrière cette idée-là, il y a évidemment des conséquences sur l'action. C'est qu'un agent pathogène externe, en fait, a un effet sur un individu qui n'est pas en capacité de se protéger. Derrière cette définition de la santé, on a évidemment une définition de la maladie qui est centrée sur le nombre et la gravité des maladies et qui a un focus sur le nombre et la gravité des maladies et qui est organisée autour du continuum risque-pathologie. Et donc la définition qui est en écho de cette définition de la santé, la définition de la prévention, c'est celle que vous connaissez, l'ensemble des mesures visant à éviter, à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps, et on distingue un certain nombre de niveaux de prévention, la prévention primaire qui vise à diminuer l'incidence, la prévention secondaire qui vise à diminuer la prévalence d'une maladie dans une population, la prévention tertiaire qui diminue la prévalence des incapacités chroniques, des récidives, des complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie, et puis la prévention quaternaire qui reste encore polémique mais dont le but est de protéger les patients d'actes inutiles et d'accompagner notamment dans le processus de soins palliatifs. Ce qu'il y a derrière cette définition de la prévention en termes de pratiques maintenant, ce sont essentiellement, vous l'aurez remarqué, des pratiques cliniques préventives, puisque le but c'est d'éviter l'incidence ou la prévalence d'une maladie. Donc on est centré sur la pathologie et on est centré sur l'individu. Si l'on est centré sur l'individu, ça veut dire qu'on a une stratégie qui est essentiellement organisée dans le milieu de soins. Même si on est dans la prévention primaire de la maladie, c'est le principe des pratiques cliniques préventives, le but est d'éviter leur apparition à travers un certain nombre de réponses qui peuvent être préventives ou curatives, qui sont situées dans le système de soins et qui ont surtout une portée individuelle liée à un certain nombre de facteurs de risque. Et donc derrière, ça s'appelle le modèle biomédical de l'intervention, où on est vraiment centré sur le fait d'éviter l'apparition de cette maladie. En termes de prévention primaire, comment ça se caractérise, ça, en termes de méthodologie d'intervention? Il y a un certain nombre de modèles théoriques qui ont appuyé les pratiques cliniques préventives et qui ont appuyé justement cette prévention faite dans le système de soins. Comme celui-là, j'en ai choisi un, mais il y en a d'autres, qui est le modèle des croyances en santé, qui je crois est le seul modèle qui est présenté dans les processus de formation autour de la prévention des praticiens de santé. C'est un modèle qui est basé essentiellement sur la connaissance et qui précise que pour pouvoir influencer les comportements et faire en sorte que les personnes se protègent d'un certain nombre de facteurs de risque, il faut des messages centrés sur la gravité de la maladie et la vulnérabilité du patient par rapport à la maladie. Et donc l'essentiel des messages sont centrés sur ces éléments-là en apportant des connaissances aux patients. C'est vraiment le modèle fondateur des pratiques cliniques préventives et de la notion de prévention telle qu'on la conçoit selon la définition que j'ai évoquée juste avant. En termes de donc ça, c'est dans la pratique des professionnels, mais en termes de conséquences sur les politiques publiques maintenant, de cette définition de la santé, de la prévention, et ces schémas un peu théoriques pour orienter l'action.
Ça donne des politiques publiques qui sont très thématisées, puisqu'elles sont liées à la maladie essentiellement, à la pathologie. Donc elles sont extrêmement thématisées au regard d'indicateurs de morbidité, mortalité, qui font qu'elles deviennent des priorités de santé. Et donc on a un certain nombre de plans thématiques qui gravitent autour de ça pour éviter l'obésité, le cancer du poumon, donc les plans cancer, les plans tabac, les plans nutrition, les plans addiction, les plans alcool, etc., etc. Donc c'est une structuration d'ailleurs en termes de planification qui est centrée sur ce continuum lié à la pathologie, où généralement ces plans sont structurés de la manière suivante. La prévention primaire, très axée sur les connaissances, augmenter les connaissances de la population et plus particulièrement des personnes à risque, le soin, l'accompagnement et la recherche. Et les plans sont à peu près tous structurés de cette manière-là. Les limites de ce modèle viennent de ce schéma-là, qui est une adaptation, du modèle de Lalonde, qui montre qu'en réalité, sur l'ensemble des facteurs qui influencent l'état de santé, 85% des leviers se trouvent en dehors du système de soins. 85% des modalités d'action les plus efficaces sont en dehors du système de soins. Donc en décalage total avec cette représentation de la prévention et des modalités d'intervention relatives à la définition de cette prévention et de ce modèle biomédical. Pourquoi ? Parce que c'est une logique essentiellement curative, même si on y introduit des pratiques cliniques préventives, qui est relativement peu efficiente au regard du coût à investir, même si elles peuvent être très efficaces. Toutes les méta-analyses nous montrent que, évidemment, les pratiques cliniques préventives sont très efficaces, mais peu efficientes, parce que concernent une toute petite fraction de la population, et mobilisent énormément de financement au regard de l'efficacité, et sont généralement inflationnistes en termes de dépenses de santé à l'échelle d'une nation. Alors on aurait pu aussi continuer à interroger Eric. Pourquoi est-ce qu'Eric joue-t-il dans ce parc à ferraille pour essayer d'aller plus loin en se disant mais est-ce qu'on va pouvoir intervenir autrement? Parce que son quartier est délabré, beaucoup d'enfants jouent là sans surveillance. Donc ça c'est une réponse qu'on aurait pu apporter et ça appelle et ça convoque d'autres définitions et d'autres modèles. Cette définition-là, que vous connaissez aussi, qui a 10 ans de plus que la première, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on n'a plus du tout une définition en creux de la maladie, on a une vraie définition de la santé et qui embrasse un certain nombre de déterminants qui vont bien au-delà de la santé physique. Derrière, évidemment, ça appelle d'autres définitions de la prévention, et notamment une prévention qui est structurée non plus autour de l'individu, mais autour d'une population, en sachant qu'une population n'est pas seulement la somme des individus qui la constituent. Et donc d'autres définitions apparaissent, comme celle de Gordon, qui structure la prévention en 3 niveaux. La prévention universelle, qui concerne l'ensemble de la population, quel que soit son état de santé. La prévention sélective, qui est à destination de sous-groupes de population spécifiques, comme les femmes ou les adolescents. Et puis la prévention ciblée, qui cible les personnes qui, à l'examen, vont présenter un facteur de risque, une condition ou une anomalie qui les identifie individuellement comme présentant un risque suffisamment élevé pour nécessiter l'intervention préventive. Donc là, on est vraiment sur des facteurs de risque. Donc on a ces 3 définitions de prévention qui permettent de développer une prévention toujours à l'échelle individuelle, comme dans le modèle biomédical, mais qui rajoute une couche à l'échelle universelle et même avec la prévention sélective, une échelle même infrapopulationnelle. Cette définition de la prévention a appelé ce que l'on appelle le modèle global de l'intervention en santé, c'est-à-dire qu'on essaie d'agir non pas seulement au niveau de l'individu sur ses facteurs de risque, mais sur ce que l'on appelle des déterminants de santé. Et donc ces déterminants de santé, ils sont liés à la biologie humaine, à l'environnement, aux habitudes de vie et à l'organisation des soins en matière de santé. Et évidemment, l'intervention, elle est essentiellement centrée sur les comportements liés à la santé, c'est-à-dire les comportements qui ont un impact sur la santé des individus, et sur les environnements et les organisations des soins qui rendent favorable l'obtention de comportements dits appropriés ou sains pour la personne. Et derrière, le cadre théorique
vient plutôt des sciences de psychologie de la santé et de la sociologie de la santé. On n'est plus du tout sur le modèle des croyances en santé qui est très cognitif, très rationnel. Là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de déterminants qui rentrent en ligne de compte, qui sont liés à l'environnement et aux caractéristiques individuelles et aux processus éducatifs auxquels ils ont été confrontés, et qui vont interagir pour pouvoir développer les compétences ou pas à adopter un certain nombre de comportements liés à la santé. Et donc, on a un ensemble de modèles théoriques. Il y en a près de 82, un modèle prédictif du comportement lié à la santé. Donc, évidemment, je ne vais pas tous les passer ce matin, mais c'est pour vous montrer qu'ils s'accumulent. Alors, ils se croisent, hein, évidemment. Ils disent à peu près tous la même chose. Là, je vous ai présenté le schéma de la théorie des comportements planifiés. On a la théorie des comportements interpersonnels et on a même des cadres intégrateur comme celui produit par Gaston Godin, qui permet justement de fusionner l'ensemble des déterminants et des facteurs qui influencent le comportement lié à la santé. Et l'objectif de l'intervenant, c'est de pouvoir, à plusieurs échelles, d'un point de vue universel ou individuel, en sélective et en ciblé, de pouvoir intervenir sur l'ensemble des facteurs qui visent à favoriser les comportements favorables à la santé. Et évidemment, il y a l'environnement aussi qui rentre en ligne de compte, et cet environnement doit permettre une adoption des comportements favorables à la santé. L'environnement physique, l'environnement social ou celui directement lié au système de santé. Et puis on a vu derrière ce modèle global un enrichissement aussi progressif avec une décentration par rapport aux comportements liés à la santé. Une prise en compte de plus en plus importante de l'effet de l'environnement sur la santé et sur les comportements en matière de santé. Et les enrichissements viennent de travaux internationaux qui ont été rassemblés autour de la conférence d'Ottawa, la charte de la promotion de la santé d'Ottawa, enrichie par un certain nombre d'autres chartes, y compris celle de Bangkok en 2005. Et ce que l'on a vu apparaître derrière, du coup, c'est une reconfiguration aussi des définitions, derrière cet enrichissement et cette prise en compte des facteurs qui échappent à l'individu et au comportement. Et donc on a une nouvelle définition qui est celle de la promotion de la santé. On n'a plus seulement que la prévention, qui est le processus qui permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur santé et de ses déterminants et par conséquent de l'améliorer. Un point très important dans cette définition, c'est pas d'améliorer la santé, c'est d'améliorer la maîtrise de leur santé, ce qui introduit quand même une nuance assez fondamentale entre la prévention et la promotion de la santé. Mais on voit d'autres définitions aussi de la prévention apparaître et qui essaient de converger vers cette définition de la promotion de la santé, pour mettre en cohérence, ne pas abandonner complètement les définitions de la prévention, mais les faire de plus en plus converger vers cette promotion de la santé. Et on a par exemple celle-ci, une définition de la prévention qui est centrée sur les types d'actions, où on distingue en fait une prévention par rapport au risque. Ça concerne donc évidemment les praticiens du champ sanitaire, les populations dans une logique d'éducation pour la santé, mais aussi les milieux de vie qu'il s'agit de rendre sains et favorables. Et donc dans cette définition de la prévention, on a cette notion d'action sur l'environnement que l'on n'avait pas du tout avant. On était sur les individus ou sur les populations, et y compris sur les territoires et la manière dont ils s'organisent pour mettre en place ces environnements favorables, y compris dans le cadre de l'organisation des soins. Donc on a des stratégies là, qui s'ouvrent complètement dans cette définition de la prévention pour coller à cette logique de promotion de la santé. On a également une autre définition qui est centrée sur la fonction remplie par l'action. Donc on arrive là à des définitions qui sont plus, vous voyez, centrées sur le problème, mais qui sont centrés sur les solutions à apporter, en fait. Donc on a vraiment un pas de côté qui est fait dans l'évolution de ces définitions de la prévention. Et on a donc la prévention environnementale, qui vise à développer un certain nombre d'actions sur les composantes sociales, économiques, physiques des environnements. La prévention développementale, donc qui est centrée sur le développement des compétences pour adopter des comportements favorables à la santé. Et la prévention informationnelle, qui vise à apporter des connaissances à la population sur ce qui est plutôt favorable pour elle en matière de santé. Et dans ce cadre-là, on a un certain nombre de schémas théoriques qui visent à guider l'intervention politique en matière de santé, et notamment la charte d'Ottawa avec ses 5 axes d'intervention: créer des milieux favorables, développer des aptitudes personnelles, réorienter les services de santé, conférer les moyens et servir de médiateur et promouvoir l'idée d'une santé équitable pour tous, et renforcer l'action communautaire. Le tout étant évidemment
encadré par le fait d'établir une politique publique. Alors saine, évidemment, c'est une très mauvaise traduction, c'est une politique publique de santé, mais ça ne veut pas dire dans le système de santé. Ça veut dire une politique publique cohérente qui vise à améliorer la santé de la population, y compris en dehors du système de santé et des portefeuilles ministériels liés à la santé. Ce qui est important dans la charte d'Ottawa de retenir, évidemment, ce sont ces 5 stratégies d'intervention, parce qu'elles structurent complètement une approche globale de l'intervention en santé. Elle centre vraiment l'action sur l'ensemble des déterminants de la santé. Elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas prioriser les ressources à engager sur le système de santé, parce qu'il peut y avoir une plus grande rentabilité, plus grande efficacité, plus grande efficience à intervenir sur d'autres secteurs ministériels pour améliorer la santé de la population. Et que la santé donc, doit être à l'ordre du jour de l'ensemble des responsables politiques, y compris en dehors du ministère proprement lié à la santé, et que tout le monde, y compris le secteur privé, la charte de Bangkok a insisté sur ça, a une responsabilité vis-à-vis de la santé des populations. Pour illustrer ça, une méta-analyse qui montre à quel point ça peut être beaucoup plus efficace et efficient d'intervenir sur l'environnement. Voilà. Ça peut être beaucoup plus rentable et efficient d'intervenir sur l'environnement, puisqu'on voit que de diminuer le grammage du sel dans les produits préparés, par exemple, a beaucoup plus d'impact que d'intervenir dans le cadre des pratiques cliniques préventives. Ici, la comparaison, elle se fait par rapport à un traitement hypertenseur. Même si, évidemment, c'est encore efficient, mais c'est moins rentable. Voilà. C'est encore efficient si on devait se définir un seuil d'efficience que l'on n'a pas en France. Mais c'est relativement efficient, mais c'est beaucoup plus rentable d'intervenir sur l'environnement que directement sur la population. Alors ce modèle, il est intéressant évidemment parce qu'il va beaucoup plus loin que le précédent, hein, en prenant vraiment en compte les environnements sociaux, physiques, politiques, qui conditionnent l'état de santé de la population, mais il ne prend pas en compte l'interdépendance entre les déterminants. C'est-à-dire qu'on agit encore de manière très séparée sur les déterminants, alors qu'il y a un vrai effet rétroactif lorsqu'on agit sur un déterminant sur un autre et que tout est en réalité pas du tout linéaire mais complètement systémique. Et puis surtout, il ne met pas en évidence le poids du contexte social sur l'émergence des problématiques de santé, qu'elles soient individuelles ou populationnelles, et le rôle des déterminants sociaux dans la construction de la santé à l'échelle individuelle et à l'échelle d'une population, comme le montre par exemple cette méta-analyse faite par un économiste, qui montre que c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, de dépenser dans le système social pour réduire la morbidité que dans le système de santé, puisqu'il faudrait 100 $ de dépenses sociales pour diminuer de 1% la mortalité générale, et pour obtenir le même résultat par le soin, il faut dépenser 100 fois plus. Et donc derrière ces travaux et cette prise de conscience, je vais y arriver, derrière ces travaux et cette prise de conscience, on peut aussi aller un petit peu plus loin avec Eric pour essayer de comprendre le rôle de ces déterminants sociaux. Donc pourquoi Eric habite-t-il dans ce quartier? Voilà, il était rappelez-vous, il était dans le parc, il jouait dans le parc parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour jouer. Dans son quartier, c'est tout ce qu'il y a pour pouvoir jouer. Pourquoi est-ce qu'il habite dans ce quartier? Parce que ses parents ne peuvent se permettre mieux, son père est sans emploi, il n'est pas très instruit et sa mère est malade. Et là, ça appelle évidemment d'autres modèles et d'autres logiques de réflexion autour de la construction de la santé à l'échelle d'une nation. Donc on a toujours les mêmes définitions, la promotion de la santé et les différentes préventions plutôt opérationnelles que l'on a vues jusqu'ici, mais on a un nouveau concept qui apparaît. Ce sont ce que l'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et l'apparition de ce concept-là et de tous les concepts qui sont liés et de toutes les réflexions qui sont liées aux inégalités sociales de santé viennent de la Commission des déterminants sociaux de l'Organisation mondiale de la santé. C'est assez récent, hein, c'est 2010, le rapport, qui ont mis en évidence qu'il fallait absolument intervenir sur les inégalités sociales de santé qui ne font que s'accroître dans les pays notamment développés, et d'intervenir sur l'ensemble du gradient social, c'est-à-dire pas seulement sur les plus éloignés du système, les plus vulnérables, mais sur l'ensemble du gradient social, puisqu'il y a l'équité en fait transcende complètement la population. C'est pas une question que des plus riches et des plus pauvres. Donc il faut intervenir sur l'ensemble de ce gradient social-là, avec une stratégie dite d'universalisme proportionné.
Et il faut surtout intervenir sur les déterminants structurels et les déterminants intermédiaires de l'état de santé. Les déterminants structurels, ce sont les politiques d'éducation, d'emploi, de revenus, qui font référence à la position socio-économique de l'individu, aux discriminations liées au genre et à toute forme de discrimination. Les déterminants intermédiaires sont les conditions matérielles, les comportements, les facteurs biologiques et psychosociaux qui interviennent très directement sur l'état de santé. Évidemment, cette question des déterminants sociaux ne remet pas du tout en question la promotion de la santé, mais elle insiste sur le fait que dans ce que l'on appelle les politiques publiques de santé, il faut absolument de l'interministérialité. Et il faut mettre en œuvre ce que l'on appelle la santé dans toutes les politiques. Ça ne veut pas dire faire de la santé dans les ministères qui ne sont pas les ministères de la santé. Ça veut dire considérer les politiques que l'on prend dans les ministères non sanitaires en regard de l'impact que ces politiques vont avoir sur l'état de santé. Merci. Et donc le modèle derrière ce nouveau concept des déterminants sociaux de la santé, c'est ce que l'on appelle le modèle socio-environnemental de la santé, où on considère que les habitudes de vie et les comportements, qui étaient quand même l'objet de centration des politiques publiques de santé et de promotion de la santé, ne sont en fait que des réactions individuelles à l'environnement. Et qu'il faut commencer par agir sur l'environnement. Et quand je parle d'environnement, c'est évidemment au sens très très large du terme, que ce n'est pas une question de choix individuel et qu'en fait ces comportements sont le fruit d'interactions entre les différents autres déterminants. Et que donc il faut vraiment aller à ce que l'on appelle la cause des causes, si l'on veut avoir des stratégies les plus rentables et les plus efficientes possibles. Et le comportement n'est qu'un maillon intermédiaire qui exprime en fait le fait que les autres déterminants ne sont pas considérés. Et donc derrière, les cadres théoriques, c'est comme celui-là, il y en a d'autres, mais qui expliquent justement la rangée de déterminants sur lesquels il faut agir. Et vous voyez que les comportements... Merci. Que les comportements n'interviennent qu'à ce niveau-là, derrière d'autres stratégies qui doivent viser les modèles de gouvernance, les politiques macroéconomiques, l'ensemble des normes et des valeurs qui rassemblent une nation. Ici, ce sont toutes les politiques qui peuvent avoir une influence sur la position sociale de l'individu dans la société. Et ensuite, et seulement, on arrive au comportement. Donc il faut avoir une politique qui met l'accent sur la santé dans toutes les politiques pour agir justement sur les autres secteurs ministériels. Alors quels sont les secteurs ministériels qui sont le plus impactants sur la santé? C'est évidemment tout ce qui a trait à l'emploi, à l'éducation, au logement, au transport, à l'aménagement du territoire, à la cohésion sociale et à l'agriculture. Voilà. Et donc chaque décision prise par ces ministères-là a un impact sur la santé des populations et sur les comportements liés à la santé pris par les populations. Et donc ce qui est privilégié par ceux qui travaillent sur les déterminants sociaux et qui rentrent dans le cadre de ce modèle-là, plaidoie autour des études d'impact en santé de toutes mesures prises par ces ministères-là, impact en santé sur l'ensemble de la population, des politiques interministérielles de santé, en tout cas une cohérence politique dans les décisions qui sont prises au niveau des gouvernements, une approche plutôt par déterminant que par thématique ou par pathologie. Hier, il y a eu une question sur il faudrait un plan stress plus qu'un plan psychiatrie. On est vraiment là-dedans, un plan stress ou un plan promotion de la santé mentale, c'est agir sur des déterminants, alors que quand on est sur des pathologies, évidemment, on ne peut obtenir que des réponses individuelles liées à des facteurs de risque et des individus particuliers. Et puis surtout, ce principe d'universalisme proportionné qui précise que plus la position sociale est basse, plus l'intervention en fait doit générer des effets proportionnellement plus substantiels pour augmenter le niveau de santé des personnes. Donc ça ne remet pas du tout en question l'universalisme de la santé publique. Il faut des politiques universelles de communication, d'information, d'éducation, mais il faut pour chaque niveau du gradient social rajouter une couche d'action qui correspond aux besoins spécifiques et aux vulnérabilités spécifiques de cette population et à l'environnement dans lequel l'intervention est considérée. Alors en synthèse, on a trois modèles. On a le modèle biomédical qui est encore très très présent en France et dans d'autres pays, très présent dans les formations des professionnels de santé,
très présent dans l'exercice en milieu de soins avec les pratiques cliniques préventives et dans la planification politique avec une approche très thématique et liée à la réduction évidemment de la charge de morbidité des maladies. On a un modèle global qui diffuse depuis la charte d'Ottawa et les chartes qui se sont succédées, mais qui est inégalement approprié entre les professionnels, parce qu'il n'est pas toujours bien présenté en fait dans la formation des professionnels. Il est encore en France très centré sur sa première phase, avec une approche quand même encore très comportementaliste. L'environnement vient souvent en second niveau et plutôt adapté au colloque singulier et là encore au milieu de soins. Il se voit assez peu mis en œuvre dans ces autres aspects, même si ça se fait de plus en plus. Le modèle socio-environnemental lui reste encore très marginal malgré les enjeux. En même temps, il est extrêmement récent, très compliqué, vous l'aurez compris, à mettre en œuvre, cette cohérence politique. Et on a encore une action qui est centrée sur les plus pauvres et on n'empêche pas la dégradation des gradients sociaux qui sont le plus proches des plus pauvres. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas cette logique d'universalisme proportionné. On considère les inégalités sociales de santé avec une approche on va centrer un certain nombre d'actions sur les plus pauvres en oubliant qu'il y a ceux qui sont à la limite et qui sont pas loin de tomber parmi les plus pauvres et que si on ne fait rien, on ne fait que alimenter en fait le système. Merci. Alors, quel paradigme adopter? Évidemment, il ne faut pas opposer ces paradigmes. Ils ont tous du sens. Ils correspondent à des focales de réflexion. Voilà. Sur les définitions, promotion de la santé, les différentes définitions de prévention, elles ne s'opposent pas, elles se complètent, elles ouvrent des réflexions sur certaines focales. Il y a quand même une forme de conciliation, c'est-à-dire que certaines définitions de la prévention font cette conciliation, comme la prévention globale par fonction ou par type d'action, qui rencontre de plus en plus la définition de la promotion de la santé. Donc il n'y a pas lieu d'opposer ces définitions comme on peut l'entendre par ailleurs. Et puis un principe d'intégration, puisque par exemple dans la charte d'Ottawa, le développement des aptitudes individuelles ou la réorientation des services de santé sont en réalité des axes qui peuvent être investis par la prévention. Les aptitudes individuelles, les pratiques cliniques préventives visent à développer les aptitudes individuelles. Le fait de les mettre en place à l'hôpital, c'est la réorientation des services de santé. Faire de la prévention à l'hôpital, créer une direction de la prévention à l'hôpital, c'est la réorientation des services de santé. Donc il n'y a vraiment pas lieu d'opposer prévention, promotion de la santé. Ensuite, sur les modèles, il faut essayer à chaque fois de réfléchir à la cause des causes. C'est-à-dire que si Eric est à l'hôpital, c'est parce qu'il n'a pas su comment se protéger du danger. Ses parents n'ont pas su ou pu le soigner. Le quartier n'a pas été réhabilité. L'entourage ou la communauté n'a pas su ou pu s'organiser pour assurer une surveillance. Le système éducatif n'a pas été équitable pour permettre le développement de compétences négociables pour que son père puisse trouver du travail. La politique d'accès à l'emploi est insuffisante et le système social ne peut assurer le handicap économique créé par la maladie de sa mère. Donc si le problème est centré sur Eric, qui arrive à l'hôpital, les solutions, elles, sont multiples, multiniveaux et intergénérationnelles. Et l'ensemble des acteurs, en réalité, peuvent intervenir, chacun à leur niveau. Alors le rôle des hôpitaux là-dedans, eh bien, évidemment, centré sur Eric et sa communauté proche, ce sont les pratiques cliniques préventives. Instituer vraiment et reconnaître les pratiques cliniques préventives, l'information, l'éducation, les bilans de santé, le dépistage, la vaccination, la contraception, la chimioprophylaxie, la prise en charge des facteurs de risque et la prévention tertiaire. Ça, ce sont des missions propres aux professionnels de santé qui peuvent être mises en œuvre et que l'on a recommandées dans le cadre du rapport. Et puis, il y a tout ce qu'on peut faire en termes de responsabilité populationnelle pour quand même prendre en compte, même à son niveau, les autres déterminants. Et ça, c'est par exemple les hôpitaux promoteurs de santé, c'est le fait de pouvoir faire de la prévention hors les murs. Les compétences précieuses des praticiens hospitaliers peuvent être complètement mobilisées dans le cadre d'actions à visée universelle, coordonnées ou organisées par d'autres acteurs. Zena aura l'occasion de vous détailler et de vous donner des exemples assez précis. Mais en tout cas, de pouvoir mobiliser toute cette expertise médicale et paramédicale au service d'actions plus larges de prévention universelle ou de promotion de la santé, et de pouvoir alerter également, et ça aussi ça fait partie de la responsabilité populationnelle, de pouvoir alerter quand l'on sent que certaines problématiques de santé qui arrivent à l'hôpital ont des racines plus sociales ou plus environnementales, de pouvoir alerter les services considérés pour qu'ils puissent prendre en compte et agir sur l'ensemble de ces déterminants de santé. Merci de votre attention.